Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Véronique Rasquin, je suis kinésithérapeute au CHC depuis bientôt 24 ans. Je m'occupe de la rééducation périnéale ainsi que de la revalidation oncologique. Aujourd'hui, je viens vous parler d'activité physique. Pourquoi cette idée? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour que vous puissiez prendre conscience de l'impact que peut avoir la pratique d'une activité physique régulière sur votre santé. Nous sommes en confinement maintenant depuis plus d'un mois et cette situation a un impact négatif sur notre activité physique pour la majorité d'entre nous. Nous bougeons moins, c'est certain. Ensuite, on nous parle de déconfinement relativement proche. Nous reprendrons ainsi nos activités précédentes selon des conditions qui nous échappent encore. Mais nous serons plus actifs, c'est certain. Or, depuis quelques semaines, notre corps est un peu endormi, bien reposé par ces dernières semaines qui ont vu nos phases de sédentarité dépasser largement nos phases d'activité. Sommes-nous dès lors prêts physiquement à redémarrer cette activité? Il nous reste un peu de temps pour nous y préparer, ça devrait aller. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter la conférence que j'avais donnée en décembre 2018 sur l'activité physique et le cancer. Cette conférence était donnée dans le cadre de l'Espace Plus, l'espace d'oncologie dédié à nos patients au CHC. La première partie de la conférence va vous parler des différents effets bénéfiques généraux de l'activité physique. Et vous verrez ainsi que cette activité est un bon allié pour notre système immunitaire, entre autres. Très important en ce moment. La seconde partie traitera de l'activité physique en prévention, cancer et lors des traitements. On va donc baliser large, mais vous comprendrez ainsi qu'il est vraiment important de bouger. On est parti. Voici donc l'activité physique, un allié contre le cancer. On va commencer par une petite devinette. Je suis capable d'augmenter l'espérance et la qualité de vie, de ralentir le vieillissement prématuré, de diminuer la mortalité de 25 à 35% par maladie coronarienne, de diminuer le risque de cancer du sein de 30 à 40%, de cancer du côlon de 40 à 50% et des récidives de 40 à 50%. Je peux aussi stimuler le système immunitaire et ça, on en a besoin pour le moment. Je peux aussi agir positivement sur le cholestérol, l'hypertension, le diabète de type 2, l'ostéoporose et la sarcopénie. Je vous rappelle ici, quand on parle de cette affection au coronavirus, vous avez certainement entendu parler que les groupes à risque reprenaient les patients hypertendus, les patients diabétiques également. Donc ici, je vais vous montrer que l'activité physique régulière peut avoir un impact sur l'hypertension, le diabète, sur votre santé en général pour que vous sortiez de ces groupes à risque. Je peux aussi diminuer le risque de chute chez les personnes âgées, stimuler les fonctions cognitives, donc c'est la mémoire, et retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer et la démence jusqu'à 30%. Je peux diminuer l'anxiété, le stress, la dépression, améliorer la qualité du sommeil et améliorer l'image et l'estime de soi et le bien-être. Je vous rappelle aussi au niveau immunité que le stress et l'anxiété vont affaiblir votre système immunitaire et qu'il est important d'avoir un sommeil de qualité pour récupérer. Je suis prescrit depuis juin 2015 au Québec, mai 2017 en France, on me dit que ça commence, et avec le recul des 5 ans maintenant, il n'y a pas ou peu d'effets secondaires à cette activité physique. Je viens de vous donner la réponse, évidemment. Je suis l'activité physique. Vous avez ici un bon petit résumé de tout ce que va avoir comme effet bénéfique cette activité physique modérée. Donc ce sont des séances de 30 minutes, 5 jours par semaine, d'activité physique modérée, je vous le répète. On verra ce que ça implique tout à l'heure et on va voir que on va aider notre système immunitaire, mais on va également diminuer les risques au niveau du cancer et avoir une action bénéfique au niveau du diabète, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Pour le reste, c'est intéressant aussi, on augmente la mémoire. Les étudiants vont bientôt devoir de toute façon repasser par la case d'examen un peu différent, donc c'est toujours intéressant également.
L'activité physique, c'est quoi? C'est tout mouvement qui est produit par la contraction des muscles squelettiques et qui augmente la dépense d'énergie significativement au-dessus de la dépense de repos. L'activité physique, ce n'est pas du sport. Dans le sport, on a une recherche de performance et de dépassement de soi que nous n'avons pas dans l'activité physique. L'activité physique, c'est donc l'opposé de la sédentarité. La sédentarité, c'est toutes les activités au cours desquelles la dépense énergétique est proche de la valeur de repos. Donc quand on parle de sédentarité, on va mettre les activités type télévision, ordinateur, console, mais aussi la lecture ou la conduite automobile sur des longs trajets. On s'apparente à de la sédentarité. Et on voit que lorsqu'on est sédentaire, ça veut dire qu'on reste assis plus que 8 heures par jour. Et en ce moment, je pense qu'on peut quand même faire une autocritique. On reste quand même beaucoup plus assis qu'avant cette période de confinement. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, on va augmenter notre mortalité, toutes causes confondues, de 30%. Par contre, si on a une activité physique régulière, quotidienne, on va diminuer cette mortalité de 30%. Les caractéristiques de l'activité physique, il y en a 4, c'est l'intensité, la durée, la fréquence et le contexte de réalisation. L'intensité est définie par le nombre de mètres. Le mètre, c'est la dépense énergétique d'un sujet assis au repos. Donc lorsqu'on est assis dans notre fauteuil et qu'on ne bouge pas, on doit quand même dépenser de l'énergie pour respirer, pour faire battre notre cœur, pour notre cerveau. Donc tout ça va dépenser de l'énergie. C'est équivalent à 1 mètre. Ensuite, on va multiplier ce mètre pour pouvoir donner l'intensité de l'activité physique que l'on pratique. Lorsqu'on parle d'activité physique modérée, ça correspond à 3 à 6 mètres. C'est par exemple marcher, danser, jardiner. Une activité physique intense, c'est tout ce qui est au-dessus de 6 mètres. C'est courir, faire du vélo, nager et faire du sport. L'activité physique qui est santé, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est l'activité physique modérée, donc de 3 à 6 mètres. La durée, c'est le temps consacré effectivement à l'activité physique, et pour avoir un effet santé, il faut que le temps consacré à l'activité soit de minimum 10-15 minutes. Sinon, le corps n'a pas le temps de mettre en route tout son métabolisme pour que ça soit bénéfique. La fréquence, c'est le nombre de séances d'activité physique par semaine. Et enfin, le contexte de réalisation, il y a 4 domaines d'activité physique. L'activité physique professionnelle, c'est les métiers, donc c'est sûr que un métier plus manuel va avoir une dépense physique bien plus importante qu'un métier dit statique. Donc si on compare un bûcheron à une secrétaire, on est bien d'accord que le bûcheron va se dépenser au niveau physique davantage. L'activité physique liée au mode de déplacement, c'est clair que si vous allez au boulot, là on ne parle plus du confinement, mais si vous allez travailler ou vous déplacer au magasin à pied ou en vélo, ce sera évidemment plus bénéfique que si vous y allez en voiture ou en transport en commun. L'activité physique de loisir, c'est le sport qu'on pratique. Et l'activité physique domestique, c'est ce qu'on a beaucoup fait dans ces 4 semaines de confinement, donc les tâches ménagères, le bricolage et le jardinage. Quels sont les bénéfices à pratiquer une activité physique? Il y en a beaucoup. Et voilà un peu un gros résumé. Alors, je vais me cacher 2 minutes. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs domaines d'application de ces bénéfices, donc qu'ils soient personnels, qu'ils soient sociaux, émotionnels ou sur la santé. Alors, au niveau émotionnel, je vous mets juste un petit point sur le stress et l'anxiété. Donc, l'activité physique va avoir un effet positif sur cette réduction de stress. Je pense qu'on vit une période particulièrement anxiogène en ce moment et que si on peut diminuer ce stress, c'est pas plus mal, d'autant qu'il a, lui, un effet négatif sur votre immunité. Et sur la santé, il y a évidemment beaucoup d'effets bénéfiques. On va surtout pointer la fonction immunitaire qui va être améliorée, la qualité du sommeil va être améliorée également, et on va avoir pas mal d'effets au niveau prévention. On l'a dit tout à l'heure, au niveau du diabète, au niveau des maladies cardiovasculaires, au niveau de l'hypertension et au niveau des cancers.
Donc, c'est pas rien, l'activité physique, elle est quand même drôlement intéressante à plusieurs niveaux. Je vais reprendre quelques petits sujets à ce niveau-là. Donc, au niveau cardiovasculaire, il y a une étude de Maury, c'est une étude assez ancienne, elle date de 1950, et lui, il avait en fait comparé le taux de mortalité par arrêt cardiaque chez les chauffeurs versus les contrôleurs dans les bus londoniens à étage. Alors, ici, on compare deux populations différentes. Les chauffeurs sont plutôt inactifs, sédentaires, ils ne bougent pas, ils montent dans leur bus et ils restent assis tout leur temps de travail. Par contre, les contrôleurs, eux, sont actifs, ils vont se déplacer dans le bus, ils vont monter à l'étage, prendre les escaliers, et donc ils vont bouger beaucoup plus. Et qu'est-ce que Maurice a constaté? Il y avait un taux de mortalité par arrêt cardiaque près de 2 fois plus élevé chez les sédentaires, donc chez les chauffeurs, par rapport aux contrôleurs. Il y a donc une relation inverse entre l'activité physique et la morbidité vasculaire, par cardiopathie ischémique essentiellement les infarcts. En comparant les sujets les plus actifs aux sujets les moins actifs, la réduction moyenne du risque est de 20 à 35%. Ce n'est pas rien. Au niveau du ralentissement du vieillissement, c'est une étude de Tucker de 99 à 2002. Alors on parle des télomères. Les télomères, ce sont des longues séquences d'ADN qui sont à l'extrémité de nos chromosomes et qui se sacrifient, on va dire, au fil du temps afin de préserver notre ADN intact. Donc ce raccourcissement des télomères est un phénomène normal, c'est ce qu'on appelle notre horloge biologique ou le vieillissement qu'on subit tous. Et donc Tucker a constaté que les télomères des grands sportifs sont beaucoup plus longs que chez les autres, et en moyenne, les adultes très sportifs ont un âge biologique estimé à 9 ans plus jeune que leur âge réel par rapport aux sédentaires, et les sportifs modérés gagnent 2 ans par rapport aux sédentaires du même âge. Donc même si on fait une activité physique modérée, on va dire que on gagnera 2 ans. C'est toujours intéressant et bon à prendre. Au niveau de la qualité du sommeil, on se rend compte que l'activité physique modérée va accroître la quantité de sommeil lent profond. C'est celui dans lequel on récupère. Donc, on va aider à diminuer la fatigue. Et j'ai ajouté ces slides-ci par rapport à la conférence de 2018, par rapport à cette épidémie de coronavirus. L'activité physique modérée peut aussi avoir un impact sur le système immunitaire. Alors, l'activité physique modérée, donc marcher, danser, tout ce qui est vraiment faible en activité physique, ça a un impact positif sur le système immunitaire. Ça augmente le nombre de lymphocytes NK, c'est les natural killers qui vont arriver pour tuer un agent infectieux. Donc il y en aura plus, donc l'armée va être plus efficace, et en plus leur activité cytotoxique, donc le fait qu'ils vont pouvoir tuer les mauvaises cellules, va augmenter aussi. Donc ils seront plus nombreux et plus efficaces. Par contre, l'activité physique intense a, elle, un impact négatif sur l'immunité. Ici, on a une diminution du nombre de lymphocytes et une diminution de production d'immunoglobulines. C'était une étude de Walsh en 2011 qui avait constaté qu'il y avait des lymphopénies après des surentraînements prolongés qui pouvaient conduire à des états qu'on appelle les d'immunodéficience. Donc le système immunitaire était trop sollicité et donc ça le fatiguait. Donc l'activité physique intense a un impact par contre négatif sur l'immunité. Et j'attire votre attention sur le fait que bouger en confinement, évidemment c'est intéressant et c'est important. Maintenant, il ne faut pas bouger n'importe comment. Donc, si vous n'êtes pas sportif et que vous commencez à faire toutes les vidéos de fitness que vous voyez sur Internet ou sur la TV, ça ne va pas évidemment être bénéfique pour vous, que du contraire, ça va affaiblir votre système immunitaire. On n'en a pas besoin pour le moment de cet affaiblissement. Et en plus, vous risquez de vous blesser, ce qui n'est donc pas vraiment une bonne idée. Donc, bouger, oui, bien sûr, mais de façon modérée. Et si vous n'êtes pas sportif, vraiment, de façon modérée, c'est important. Au niveau de l'immunité, l'activité physique modérée va augmenter la masse musculaire. Évidemment, si on s'entraîne, la masse musculaire va augmenter au détriment de la masse grasse. Et cette masse musculaire augmentée va augmenter le nombre de mitochondries. Les mitochondries, c'est les petites centrales énergétiques qu'on a dans nos cellules. Donc on aura dès lors plus d'énergie pour
nous défendre contre l'agresseur, c'est toujours intéressant. Et les muscles sont aussi une réserve de glutamine. La glutamine, c'est le carburant préféré des lymphocytes, nos cellules de notre système immunitaire. Donc c'est toujours intéressant de les nourrir correctement. Et la masse musculaire augmentée va aussi augmenter l'apport en oxygène, qui est important lors de la première barrière de défense de notre système immunitaire. On a besoin d'oxygène pour que ça fonctionne. Donc le fait d'augmenter votre masse musculaire va avoir beaucoup d'impact positif au niveau de votre système immunitaire, et Dieu sait si on en a besoin pour le moment. Et donc on a vu l'impact positif de l'activité physique sur le système cardiovasculaire, sur le système immunitaire, et pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut simplement 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Et on a, ça c'est la théorie, on a des besoins spécifiques à chaque âge. Les enfants, entre 5 et 17 ans, ils ont besoin de 60 minutes d'activité physique modérée à soutenue par jour. Alors chez les enfants, l'activité physique, ça reprend le jeu, le sport, le déplacement vers l'école, les activités récréatives et l'éducation physique lorsqu'ils étaient à l'école. De 18 à 64 ans, l'activité physique, ça reprend quoi? Les loisirs, les déplacements professionnels, l'activité professionnelle et pour le moment, les tâches ménagères, l'exercice planifié, tout ce qui va nous faire bouger. Et là, on voit qu'il est recommandé de faire 150 minutes d'activité modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique d'intensité soutenue. Et ça, pour le moment, non, évidemment. Donc là, on va bien le barrer. Pour le moment, ça, on n'en a pas besoin puisque je vous ai dit que l'activité physique intense allait plutôt avoir un impact négatif sur votre système immunitaire. Donc pour le moment, on va rester à ces 150 minutes d'activité physique par semaine. À partir de 65 ans et plus, eh bien c'est la même chose, mais on va adapter évidemment en fonction des capacités, de l'état de la personne. Le but, c'est vraiment de continuer à bouger. Il y a eu une grande étude qui s'est déroulée entre 2001 et 2016, donc c'est assez long, et qui a englobé presque 2 millions de participants, ce n'est pas rien. Donc c'est vraiment une étude mondiale qui a été publiée en septembre 2018 par le journal de Lancet, qui est assez, on peut dire, une référence scientifique. Je vais de nouveau, voilà. Et donc, on voyait les tendances mondiales au niveau de l'activité physique insuffisante, donc entre 2001 et 2016. Et on a constaté qu'une femme sur 3 et un homme sur 4 de la population adulte mondiale était en manque d'exercice par rapport aux recommandations des 150 minutes par semaine. Et on voit que la Belgique est loin d'être un exemple puisque nous sommes situés là et on est entre 40 et 50% de personnes, c'est les femmes ici, qui étaient en activité physique insuffisante, donc étaient en dessous des 150 minutes par semaine. Comment arriver à boucler justement ce temps d'activité physique? Donc, si on augmente l'intensité, on peut diminuer la durée de l'activité physique. Pour le moment, non, évidemment, on n'augmente pas l'intensité, bien sûr. Et donc, on va rester à ces 150 minutes d'activité physique par semaine et on va les répartir sur la journée, donc 30 minutes par jour. Attention, évidemment, inutile de faire 150 minutes en une fois. Et là, je vais vous prendre une comparaison qui va peut-être vous faire rire. On pourrait se dire, au niveau du brossage des dents, eh bien voilà, moi, dimanche, j'ai du temps et je vais brosser mes dents, faire un cycle de 7 fois 2 minutes le matin et 7 fois 2 minutes le soir. Comme ça, j'ai brossé mes dents pour tous les jours. Mon travail est fait et je peux dès lors imaginer de ne plus devoir me brosser les dents pendant la semaine. Bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça, et heureusement. Et donc, pour l'activité physique, c'est pareil. Ça ne sert à rien de condenser tout sur une journée ou deux et ne plus rien faire le reste de la semaine.
Au niveau cardiovasculaire, on se rend compte, les cardiologues se rendent vraiment compte de l'impact de l'activité physique régulière, donc vraiment au quotidien, et ils parlent, eux, carrément de sportifs sédentaires. Alors les sportifs sédentaires, c'est comique comme expression, mais ça regroupe les personnes qui vont faire du sport uniquement le week-end. Donc ils vont faire par exemple 2 heures d'activité physique le samedi, 2 heures d'activité physique le dimanche, et puis plus rien sur la semaine. Évidemment, ça ne sert à rien puisque c'est le fait d'être régulier et d'avoir une activité physique tous les jours qui va vous permettre d'avoir des bénéfices santé. Donc être uniquement actif le week-end et ne rien faire la semaine n'a aucun intérêt. Ici, on avait la pyramide des recommandations en matière d'activité physique. Et lorsqu'on est, on est toujours là pour le moment dans cette idée de ménager son système immunitaire, on va rester uniquement dans les bases de la pyramide. Donc on ne va pas aller plus haut, on va rester là. Et donc on a des activités légères de la vie quotidienne. On a aussi, voilà, 30 minutes, 5 fois semaine, en étant légèrement essoufflé. Et ça, on est dans l'activité physique modérée. Donc on parle de l'activité physique de tous les jours. On peut aussi essayer de bouger, donc comment arriver à boucler ces 30 minutes? Alors ici, on est un peu en décalage puisque là, c'est, on va dire, dans la vie quotidienne hors confinement, donc aller au travail, rechercher ses enfants à l'école, bon ça on n'a plus. Mais par contre, on a toujours jardiner, c'est toujours là. Éviter le transport en commun, toujours maintenant. Privilégier les escaliers, bien sûr, essayer de bouger un maximum. Et vous pouvez marcher, bien entendu, vous pouvez bouger vraiment même des petites séquences d'1 quart d'heure, hein, c'est OK. Si vous faites du step sur vos escaliers pendant 1 quart d'heure, eh bien, vous avez déjà un impact au niveau de votre métabolisme. Vous faites ça matin et après-midi, on est bon, vous avez vos 30 minutes. Il ne faut pas non plus forcément faire beaucoup d'activités en dehors de ces 2 petites choses, c'est pas très compliqué à mettre en place. Vous pouvez aussi aller marcher. Je vous rappelle les consignes de sécurité, donc vous respectez bien les distances, 1,50 m, 2 mètres. Si vous croisez quelqu'un, changez de trottoir. Vous pouvez aller vous promener, bien sûr, mais uniquement avec des personnes de votre famille, donc pas avec les amis, etc. Voilà. Si vous avez l'occasion d'être proche de la nature, allez-y, parce que vous aurez aussi un effet anti-stress qui sera augmenté. Donc la marche dans les bois notamment, vous allez bénéficier de l'effet anti-stress de l'activité physique, mais également, on appelle ça la sylvothérapie, donc le fait de marcher dans un environnement boisé va diminuer votre stress, rien que d'être dans cet environnement de la nature. Donc ça aussi c'est prouvé, il y avait une étude d'un professeur japonais qui avait fait marcher ses cobayes, entre guillemets, dans une forêt pendant 1 heure. Et donc, il avait mesuré le taux de cortisol qui est un reflet du stress. Ils avaient fait une mesure avant la balade et après la balade, et on avait remarqué que ce cortisol avait bien diminué. Donc le stress, la marque du stress était bien diminuée. Et donc évidemment, comme tout scientifique, il va se dire, bah oui, mais est-ce que c'est dû à la marche, l'exercice physique, ou est-ce que c'est dû à l'environnement de la forêt? Et donc il a refait le même exercice en pleine ville, au Japon, une ville bien polluée, et il s'est rendu compte que oui, donc marcher 1 heure en pleine ville, le cortisol avait diminué, donc l'effet de l'activité physique était bien là, mais par contre diminuait moins que la marche en forêt. Donc si vous avez la chance de vivre à la campagne, profitez-en, vous aurez un impact encore meilleur au niveau de cette diminution du stress. Il y a aussi les 10 000 pas. Alors évidemment, pour le moment, on se trouve en général beaucoup en dessous de 5 000 pas, donc on est vraiment dans cette phase sédentaire. Et l'idée, c'est de se retrouver ici, entre 10 000 et 12 000 pas. Quand on travaille, pardon, c'est plus facile évidemment parce qu'on va se déplacer. Ici, bon, on essaie de faire ce qu'on peut. On n'arrivera pas aux 10 000 pas, sauf si vous avez la chance d'avoir un tapis de marche par exemple. Là, vous pourriez y arriver, mais bon voilà, on est quand même beaucoup plus sédentaire pour le moment, mais on essaie quand même de monter un petit peu. Alors, il y avait une étude qui était parue dans le journal de médecine vasculaire en 2018 et qui analysait en fait les performances de marche chez des personnes qui utilisaient régulièrement un traceur d'activité, donc c'est soit les montres connectées ou un petit programme sur votre GSM. Et en fait, il y avait vraiment un impact positif.
D'abord, on évaluait son activité physique et parfois on est étonné, alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parfois on est plus actif que ce qu'on imaginait, ou l'inverse aussi, des fois on s'imagine qu'on a des journées où on fait nos 10 000 pas faciles et fin de journée, quand on regarde, on n'est qu'à 6 000 pas. Donc voilà, c'est parfois ça nous permet de nous évaluer, c'est intéressant, et ça permet aussi de promouvoir l'activité physique. Si vous êtes un peu joueur et que vous êtes à 9200 pas fin de journée, bah vous dites, allez, un petit challenge, je vais refaire 800 pas pour arriver à boucler mes 10 000 pas. Ça peut être aussi une espèce de petit challenge personnel, c'est toujours intéressant aussi. Donc si vous avez une montre connectée ou vous cherchez une application gratuite sur votre GSM, ça existe aussi, mais c'est un bon incitateur en tous les cas. Au travail, alors au travail, j'ai envie de dire au télétravail, puisque beaucoup d'entre vous sont en télétravail pour le moment. Et la première des choses, c'est éviter de rester assis trop longtemps. Ça paraît une évidence, mais bien sûr qu'il y a moyen d'éviter la station assise prolongée. C'est parfois pas très compliqué. Il suffit parfois de mettre les objets que vous utilisez beaucoup un peu à l'écart pour vous obliger à vous lever régulièrement. Si vous avez votre imprimante, ne la mettez pas directement à côté de l'ordinateur, éloignez-la un peu, voire carrément changez-la de pièce, c'est pas plus mal. Ça vous obligera à vous lever pour aller chercher les feuilles que vous avez imprimées. Lorsque vous êtes au téléphone, vous pouvez aussi avoir votre conversation téléphonique en marchant, c'est toujours intéressant aussi. Et vous pouvez faire des petites pauses de temps en temps et par exemple monter un escalier ou deux, c'est toujours intéressant aussi. Alors Steve Jobs l'avait bien compris et il avait instauré, lui, les réunions de coworking et non pas de coworking. C'était des réunions qui se passaient, au lieu d'être autour d'une table et d'un grand bureau, les collaborateurs se réunissaient pour aller marcher. Alors, on s'est rendu compte que ça avait vraiment un impact positif sur leur productivité au travail, puisque ça stimulait leur créativité, ça améliorait leur morale, la cohésion de l'équipe aussi. On verra tout à l'heure que l'activité physique a aussi un effet au niveau de la mémoire, donc c'est toujours intéressant, ça stimule un peu au niveau cognitif. Donc, les travailleurs étaient plus productifs et en même temps, donc l'entreprise était contente parce que leur travail était meilleur, mais en même temps, le collaborateur pouvait intégrer son activité physique au quotidien dans son travail. Donc, il ne devait pas, en plus de ça, en rentrant du boulot, consacrer encore une demi-heure à l'activité physique. C'était fait dans son travail. Donc, peut-être essayer d'adapter chez vous si vous êtes en télétravail et vous le serez peut-être encore après en phase de déconfinement, on ne sait pas trop. Donc, essayez peut-être de bouger lorsque vous travaillez ou faire des petites séquences, des petites interruptions pour un peu bouger. On arrive maintenant vraiment à la partie de la petite conférence. Donc là, on va parler d'activité physique et cancer. Et on va commencer par tout ce qui est prévention. Alors au niveau de la prévention cancer, donc un cancer débute quand il y a des dégâts qui s'accumulent au niveau de notre ADN et qui ne sont pas réparés. Donc la cellule va se développer de façon anarchique et donc la tumeur va se développer. Et face à ce cancer, il y a différents types de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque inévitables tout d'abord, c'est par exemple le vieillissement, l'hérédité ou la pollution environnementale. On n'a pas d'impact sur ces facteurs-là, on les subit simplement. Les facteurs de risque évitables, il y a le tabac, le surpoids et la sédentarité. Donc, le fait d'être sédentaire va vous donner plus de facteurs de risque de développer un cancer. Au même titre, il y a l'exposition aux UV, évidemment, et d'autres également. Et bonne nouvelle, il y a aussi des facteurs protecteurs. Et là, on voit que l'activité physique est un facteur protecteur dans le développement d'un cancer. Il y a également l'alimentation riche en fibres qui va protéger plus des cancers au niveau digestif. Donc on voit que certains éléments liés à notre mode de vie, donc le fait de choisir d'être sédentaire ou d'être actif, ces éléments vont influencer, dans un sens comme dans l'autre, notre risque de développer un cancer. Et il y a eu le Code européen contre le cancer, c'est 12 mesures simples qui sont prouvées scientifiquement, que tout un chacun peut mettre en œuvre pour favoriser la prévention du cancer. Et quand on met en place ces 12 mesures, on va avoir un impact énorme, on va diminuer le risque de développer un cancer de 30 à 50%. Et la Fondation contre le cancer avait fait d'ailleurs la campagne Prolongitude qui allait dans ce sens. Et le rôle de l'activité physique dans cette prévention, elle est essentiellement due
au fait qu'elle stimule l'immunité. Et l'immunité, c'est la première barrière de défense contre le développement d'un cancer. Mais on a aussi des effets rebonds. L'activité physique va diminuer l'obésité, qui est un facteur de risque du cancer du sein, du cancer de l'œsophage et du pancréas, entre autres. Ça va diminuer le stress et l'inflammation, qui sont aussi des facteurs favorisants du développement d'un cancer, et augmenter le transit, ce qui va diminuer l'exposition de la muqueuse intestinale aux substances cancérogènes, notamment certains dans notre alimentation, il y a des substances qui vont être néfastes, favoriser ce développement de cancer. Selon l'INSERM, alors c'est des chiffres de 2018, mais qui n'ont pas tellement changé, on est en 2020, ils sont toujours fort proches de ceux-ci. Donc, l'activité physique régulière, je vous rappelle ici que nous parlons des 150 minutes par semaine, donc des 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Et donc, lorsqu'on fait ces 30 minutes d'activité physique modérée par jour, on a 20 à 30% de risque en moins de développer un cancer du sein. 30 à 40% de risque en moins de développer un cancer du côlon et de 20 à 27% de risque en moins de développer un cancer de l'endomètre. Des études sont en cours sur la prévention du cancer du poumon, de l'œsophage et du foie, mais les études ne sont pas encore assez étoffées que pour pouvoir en tirer une conclusion, mais ce qui ressort, ça va dans le même sens. Il y a vraiment une protection de l'activité physique. En hématologie aussi, il n'y a pas assez d'études, mais on pourrait extrapoler le fait que ça va être protecteur aussi. Alors, de l'activité physique maintenant, du diagnostic au traitement, à la fin des traitements. Donc là, si on vous diagnostique un cancer, dès l'annonce du diagnostic, il y avait une étude en 2018 de Square qui parlait de préhabilitation. C'est quoi? C'est débuter l'activité physique avant même le début des traitements oncologiques. Et là, on voit qu'on a différents impacts. On va optimaliser la réserve cardiovasculaire, ce qui va permettre de protéger de la cardiotoxicité de certains traitements. On va accroître la tolérance de la chimiothérapie. On va même potentialiser la chimiothérapie simplement en modifiant, l'activité physique va modifier la vascularisation autour de la tumeur. Et donc, le réseau vasculaire étant plus développé avec l'activité physique, la chimiothérapie pourra arriver plus facilement à la tumeur et donc aura un impact bien différent. Et on va aussi avoir une prévention de la perte musculaire. On avait aussi en 2018 l'étude de Galvao qui, lui, portait sur des patients atteints d'un cancer de la prostate cliniquement silencieux. Et donc, cette activité physique pourrait retarder la mise en route d'un traitement de déprivation androgénique. Et donc, ça va postposer la progression de la maladie, améliorer la qualité de vie des patients, faible coût pour la société, c'est sûr que ça ne coûte pas grand-chose de bouger, et ça n'a quasi pas d'effets secondaires négatifs. Pendant les traitements de chimio et de radiothérapie, en général, il y a une grosse réticence à bouger. Il y a de ça quelques années, on va dire 10, 15, 20 ans, la consigne donnée pendant les chimios était de se reposer, de ne pas beaucoup bouger. Maintenant, on sait l'impact de l'activité physique positif dans ces traitements et donc on va plutôt inciter les patients à bouger. C'est vraiment intéressant. Et l'activité physique pendant les traitements de chimio ou de radiothérapie va diminuer les nausées, on le sait depuis 89, diminuer les arthralgies et notamment dans les traitements même d'hormonothérapie, ça fonctionne, les douleurs articulaires diminuent. Ça diminue la fatigue énormément et c'est une des plaintes majeures en traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Les patients se plaignent beaucoup de fatigue, donc l'activité physique de nouveau modérée et ici je rajoute adaptée, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Ça va donc augmenter la compliance au traitement, diminuer la toxicité rectale de radiothérapie dans le cancer de la prostate, aider à lutter contre les troubles cognitifs, donc on appelle ça le chémophage, stimuler le transport lymphatique et permettre une reprise au travail plus rapide. Une étude de mars 2018 qui en fait se demandait, tiens, est-ce que l'activité physique pendant un traitement contre le cancer est envisageable? Donc on avait évalué cette faisabilité pour les patients. Je vais encore partir 2 minutes, voilà.
Et donc, c'était une étude sur une période de 3 mois chez des patients traités par chimiothérapie en ambulatoire pour un cancer digestif. Et on avait proposé à tous les patients un auto-questionnaire pour évaluer leur pratique d'activité physique et leurs connaissances concernant l'activité physique adaptée. Et on a évalué la fatigue, l'anxiété, la dépression avant et après 9 semaines d'activité physique adaptée réalisées en milieu hospitalier pendant qu'ils venaient faire leur chimio. On s'est rendu compte de plusieurs choses, que les patients traités par chimio connaissent mal l'impact de l'activité physique adaptée, l'impact positif du moins. Et donc, l'information peut être vraiment importante pour améliorer l'adhésion des patients au fait de bouger. Et on a vu aussi que la mise en place d'un programme d'activité physique adapté et modéré en intra-hospitalier s'avérait possible et pertinent pendant les traitements de chimiothérapie. Une autre étude qui date de 2018, et là, on avait regardé si la pratique d'activité physique régulière pouvait avoir un impact sur la qualité de vie pendant le traitement adjuvant du cancer du sein. Et là, on a vu que l'activité physique, en particulier la fréquence, est un déterminant important de la fatigue et de la qualité de vie durant le traitement adjuvant du cancer du sein. Donc il faut bouger, mais il faut bouger régulièrement. Et la promotion d'activité physique régulière chez les patients traités pour un cancer du sein pourrait être un moyen efficace de réduire la fatigue et d'améliorer au final la qualité de vie. Ici, un cercle vertueux qui est apparu dans la revue JAMA en 2017. On part de l'activité physique et sportive. On est dans une activité physique modérée et adaptée puisqu'on est pendant ou après un traitement du cancer. Et donc l'activité physique et sportive va avoir un impact positif sur la masse musculaire, les capacités cardio-respiratoires et les fonctions physiques. On va améliorer tout ça, ce qui va améliorer l'autonomie, important évidemment, et diminuer la fatigue, les douleurs, favoriser un meilleur sommeil, et donc au final une réinsertion sociale, familiale et professionnelle plus rapide et une qualité de vie augmentée. Ici, une étude qui a été faite en mai 2018 qui comparait les effets de deux modalités d'intervention différentes, donc la supervision d'activité physique en centre, donc à l'hôpital, par rapport à une prescription d'activité physique à domicile, en activité physique adaptée, et on voyait quel impact ça avait sur la composition corporelle des patients atteints d'un cancer de la prostate. Et on a vu que bon, l'étude est toujours en cours, mais là, je pense qu'elle doit être terminée. Mais les résultats sont vraiment ceux qu'on attendait. Donc, il y a une amélioration de la composition corporelle, donc une diminution de la masse grasse et une augmentation de la masse musculaire, une augmentation de la force musculaire également, qui est variable selon les modes d'intervention. Donc, les améliorations les plus grandes sont celles observées après l'activité physique encadrée, qui seraient donc plus efficaces pour réguler les modifications chez les patients traités pour un cancer de la prostate. Au niveau des performances cognitives, donc là, il n'y a pas d'études vraiment qui ont été faites chez les patients en chimiothérapie. Patients qui se plaignent souvent de chémophobie. Donc le chémophobie, c'est des pertes de mémoire, on ne sait plus où on a garé la voiture, des pertes de repères comme ça, qui sont dues à la chimiothérapie. Et donc, lorsqu'on regarde l'effet de l'activité physique sur les performances de la mémoire au travail, on voit que les capacités de mémoire sont améliorées. Mais on n'a pas encore vraiment d'extrapolation possible par rapport au chémophobie. Ce qui est certain, c'est que quand vous bougez, effectivement, l'activité physique va aider, ne fût-ce qu'à augmenter votre oxygénation par la contraction musculaire, et donc votre cerveau est mieux vascularisé, mieux irrigué, et donc il fonctionne mieux. C'est pour ça qu'on conseille notamment aux étudiants d'étudier et puis d'aller un petit peu marcher, faire une activité physique pour augmenter en tous les cas l'oxygénation et le fonctionnement du cerveau. En hormonothérapie,
c'est un traitement long, hein, qui dure plus de 5 ans en général, et pendant tout ce traitement, l'activité physique peut évidemment être intéressante. Elle a des effets positifs sur le poids, elle va limiter le poids, donc l'image de soi est toujours améliorée. Elle va limiter la perte osseuse, donc les traitements d'hormothérapie ont souvent un impact au niveau de l'ostéoporose, donc on va pouvoir augmenter, enfin limiter cette perte osseuse avec des sports à impact. Quand on marche, le fait de poser le talon de façon énergique va avoir un impact au niveau du talon et ça va stimuler la formation osseuse. Ça diminue les douleurs articulaires, ça diminue la fatigue aussi. Juste après les traitements de chimio-radiothérapie et même maintenant pendant les traitements, alors ici les chiffres ont bien changé parce qu'on a le recul depuis longtemps évidemment. Donc là je vous parle de la révélation oncologique qu'on fait au CHC et maintenant Montélégia et puis Saint-Joseph. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Je m'occupe de la partie kiné et les patientes ont 26 séances de kiné 2 fois semaine, pendant 18 séances 2 fois semaine, et puis elles peuvent encore avoir 8 séances 1 fois semaine, étant entendu que la fois où elles ne viennent plus, elles ou ils d'ailleurs, parce qu'on a des patients aussi, donc les patients mettent en place une activité physique autonome pour garder 2 heures d'activité physique par semaine. Il y a également des séances psychoéducatives qui sont encadrées par les psychologues, les diététiciennes ainsi qu'une esthéticienne. Et donc, on a une prise en charge sur 17 semaines. Alors là, on avait 1 an de recul parce qu'on a commencé la révélation oncologique au CHC Montélégia, dirons-nous, hein, Saint-Joseph et Montélégia, en décembre 2017. Donc, on va avoir bientôt 3 ans de recul. Et donc là, on a largement dépassé les 100 patientes et le ratio au niveau d'abandon est resté le même. Donc on se dit que ça correspond à une demande et qu'une fois qu'on a commencé, on arrive à les garder. Et donc ça doit être positif. Les patients doivent ressentir en tous les cas objectivement un mieux. Parce qu'il faut du courage quand même pour venir quand on est fatigué, c'est pas évident, mais après quelques séances, la fatigue va diminuer et la posture va changer. Il y a vraiment beaucoup d'effets positifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces séances de revalidation? On fait de l'endurance sur du vélo ou des steps, et puis on fait un renforcement musculaire qui va être... il y a plusieurs techniques que je vais mixer, donc du pilates, de la gynopressive, du gainage et un peu de stretching en fin de séance. Et honnêtement, on n'a vraiment que des retours positifs, donc c'est vraiment encourageant et à continuer. D'ailleurs, on continue bien sûr, Montélégia, on continue ce qu'on avait mis en place. Et après un traitement, pour son cancer, l'activité physique est toujours importante parce qu'elle va aider à éviter les récidives. Ça, c'est une chose importante quand on a eu un cancer, c'est toujours un stress, mais aussi l'activité physique va protéger des autres causes de mortalité. Parce que certes, on a fait un cancer, mais on peut très bien faire un accident vasculaire, faire un infarct, un AVC, etc. Donc l'activité physique, on a vu tout au début, était protecteur aussi de ces autres causes. On a fait un effet positif au niveau cardiovasculaire. Je vous rappelle la chouette étude qui avait été faite sur les chauffeurs de bus londoniens et les contrôleurs. Et donc on voit que le bénéfice de l'activité physique va varier en fonction des patients déjà et du type de cancer initial. Et donc, pour un cancer du sein, l'activité physique régulière, donc on est toujours à ces 150 minutes d'activité physique, mais répartie pendant la semaine, ça va diminuer la mortalité globale de 41%. Et la mortalité spécifique liée au cancer du sein de 34%. Et du risque de récidive de 24%. Donc lorsqu'on garde une activité physique régulière, on va diminuer son risque de récidive de 24%. Là, je m'adresse à toutes les patients et les patients qui sont passés en revalidation et qui vont très bien et que je ne vois plus. J'espère que vous gardez ces chiffres en tête et que vous continuez à bouger. C'est vraiment important parce que voilà, la récidive s'éloigne de vous et c'est très bien. Alors pourquoi les différences entre par exemple 41% ici et 34% de diminution de mortalité globale ou spécifique? Dans la mortalité globale, on englobe alors évidemment les risques de faire un infarct et d'autres choses qui pourraient vous amener aussi, qui augmentent donc votre mortalité, votre risque de mortalité. Donc là, c'est une mortalité globale, tout confondu.
Dans le cancer du côlon, l'activité physique régulière post-traitement diminue la mortalité de 49% et vous allez voir, je vais vous dévoiler le myolotis, c'est le cancer de la prostate. Donc l'activité physique régulière va diminuer le taux de mortalité de 61%. Donc là, vraiment, ce n'est pas rien. Donc il faut vraiment, vraiment bouger et garder une activité physique régulière pour garder les effets bénéfiques de cette activité physique. On en arrive à la petite conclusion. Donc moi, je ne peux que vous inviter à commencer une activité physique parce qu'on doit le faire. Je pense que vous avez eu suffisamment de raisons de pouvoir commencer à bouger, ou recommencer à bouger si vous les aviez un petit peu abandonné vos activités physiques pendant le confinement. Donc là, maintenant, il faut reprendre vraiment. Activité physique modérée, hein, on est d'accord. Continuer l'activité physique parce que ça nous fait du bien, donc il faut une adéquation du programme et de votre accompagnement aussi, si vous êtes patient. Oui, petite remarque aussi, donc moi je suis kiné à la base, donc si vous étiez en soins kiné pour après une tendinite ou des choses comme ça, évidemment, en n'ayant plus rien fait, et en l'occurrence plus les mouvements répétitifs que vous faisiez peut-être au boulot, ça doit aller mieux au niveau de vos douleurs certainement, puisqu'on conseille toujours de lever le pied sur l'activité pour les tendinites. Maintenant, préparez-vous à recommencer une activité, donc potentiellement les douleurs risquent de revenir. Donc recommencez d'abord progressivement, ça vaut la peine aussi de vous remettre un peu à bouger pour le moment avant le déconfinement. Donc une pratique régulière de sport va entraîner un bénéfice physique, bien sûr, on l'a vu et je ne vous en reparle plus, on a vu tout ça, mais on va aussi lutter contre la fatigue, faciliter le retour à une vie sociale quand on pourra, hors confinement, permettre de retrouver l'estime de soi et avec les effets dignes des meilleurs traitements permettant de sauver 12 000 vies par an pour les cancers du sein, du côlon et de la prostate, augmenter de 5 à 10% les chances de guérison et de diminuer de moitié les risques de récidive. On a pris vraiment une moyenne. Ensuite, poursuivre l'activité physique parce que c'est devenu indispensable en prévention des récidives du cancer, mais aussi des autres risques de morbidité, donc maladie cardiovasculaire entre autres, diabète, etc. 150 minutes par semaine toujours et, si possible, réparties tous les jours. Les bonnes excuses pour skier. Alors la première, vous allez voir, vous allez rire, je n'ai pas le temps. Alors je pense qu'en ce moment, le temps ne nous manque pas. Donc trouver dans la journée 30 minutes par jour pour se faire du bien, versus combien d'heures passer devant la télé ou l'ordinateur, je pense que là, vraiment, pour cette excuse-là, je ne peux pas l'entendre pour le moment. Il faut vraiment bouger. Je crois qu'on a tous bien 30 minutes sur sa journée. Je dis tous, je parle des personnes qui ne travaillent plus ou qui télétravaillent. Je suis évidemment plus que convaincue que les personnes qui continuent à travailler et qui ont certainement une charge de travail plus importante que ce qu'ils faisaient avant le confinement, ont largement leurs 10 000 pas par jour, que ce soit en milieu hospitalier ou les grandes surfaces ou le facteur, les éboueurs, enfin toutes les personnes qui, merci à eux, continuent à travailler pour nous permettre, nous, d'avoir une vie plus ou moins normale. Dans les magasins, etc. Donc voilà, eux, leur activité physique, ils l'ont toute la journée. Maintenant, c'est pour nous. Si on reste à la maison, bah, effectivement, l'excuse « je n'ai pas le temps » n'est pas correcte. Le temps est mauvais en Belgique, oui, évidemment. Donc on peut s'équiper, avoir une veste déperlante. Pareil pour les chaussures, les pantalons. Si vraiment on ne veut pas sortir aussi pour le moment, eh bien on peut monter ou descendre les escaliers à la maison. Ça marche tout aussi bien. Ma condition physique est trop mauvaise, alors je dirais raison de plus pour bouger, ça ne va que l'améliorer. On fractionne des sessions par minimum 10 minutes pour que ça soit efficace. Ça prend trop de temps pour les résultats? Non. On voit un effet relaxant instantané après l'activité physique, donc on est bon. Le sport, c'est pas fait pour moi. On ne parle pas de sport ici, on parle d'activité physique, donc bouger, marcher, danser. Si vous avez des musiques que vous aimez beaucoup, vous les mettez et vous dansez, personne ne vous voit, on s'en fout des voisins. Et vous allez bouger, donc au niveau métabolique, ça va être super, et au niveau stress, ça va vraiment être intéressant aussi. Donc vraiment, il n'y a aucune excuse pour ne pas reprendre une activité physique qu'on avait délaissée avec le confinement.
Alors voilà, on va bouger. J'espère que je vous aurai fait prendre conscience du moins de l'importance de cette activité physique quotidienne pour votre santé. N'hésitez pas à bouger tous les jours, entre 15 et 30 minutes par jour. Activité physique modérée, donc pas d'activité physique intense et encore moins si vous n'êtes pas habitué à bouger avant le confinement. Si vous n'étiez pas habitué, il ne faut pas commencer maintenant à aller courir, etc. C'est pas une bonne idée. Et donc, bougez un peu tous les jours, marchez dans la maison, marchez dans le jardin si vous en avez un, allez marcher à l'extérieur en prenant bien toujours en compte des recommandations gouvernementales à ce sujet. Prenez soin de vous, n'allez pas faire de bêtises non plus en sortant. Monter dans les escaliers, ça marche aussi. Danser sous ses musiques préférées, c'est un très bon plan. Nettoyer aussi, jardiner bien sûr, bricoler, tout ça est un bon plan. Tant que vous bougez, vous augmentez vos dépenses énergétiques par rapport à la dépense au repos. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment inverser la tendance, essayer de recommencer à bouger et de diminuer le temps passé assis. Voilà, comme on dit, il n'y a plus qu'à, bougez bien et prenez soin de vous. Au revoir.